j'ai fait ma thèse sur de l'esclavage au salariat en 97, que je m'intéresse toujours à l'esclavage, et je m'intéresse à des périodes de transition, si vous voulez, entre, par exemple, l'économie féodale et le capitalisme, des phases d'accumulation primitive, et aujourd'hui, l'accumulation primitive du nouveau système qu'on voit naître sous nos yeux. Alors, je vais essayer, bon, j'ai par ailleurs, si vous voulez, vous voyez, j'ai écrit différents livres, et je m'occupe d'une revue qui s'appelle Multitude, et dont, par exemple, je vous montre le dernier numéro, mais plusieurs numéros concernent évidemment les questions de migration et d'esclavage. Alors, je vais essayer d'aller vite, parce que malheureusement, nous sommes assez contraints par le temps. Disons que je dis qu'il faut tenir toujours ensemble les deux bouts de la chaîne esclavage moderne, esclavage contemporain. Sinon, on ne comprend rien. Je vais vous dire quelques leçons de l'abolition du deuxième esclavage moderne. Je vais essayer de mettre le focus sur les problèmes culturels, discuter de la paille et de la poutre à propos des origines de l'esclavage. La paille et la poutre dans l'œil, vous savez, c'est une métaphore connue. Depuis le Nouveau Testament, et enfin établir des questions de priorité, des préconisations, et comme cet exposé restera à disposition de l'association, j'ai aussi mis quelques références qui sont loin d'être, elles ne recoupent pas d'ailleurs celles qui ont été faites par l'intervenant précédent, donc elles apporteront un autre éclairage. Alors tenir les deux bouts de la chaîne esclavage moderne, esclavage contemporain, c'est comprendre l'immigration contemporaine clandestine. Ça imposait de revenir à la constitution de l'esclavage moderne, puis à sa transformation, destruction, et le passage par le système des coulis, puis la migration sous contrat. Moi, j'ai commencé à m'intéresser, à militer sur la question des sans-papiers, mais en 72, les premières circulaires. Et qu'est-ce que j'ai découvert en faisant mon sujet de thèse? J'ai découvert le rôle de la question juridique dans la question économique. Et donc, je suis remonté progressivement par détour jusqu'à la fabrication de l'esclavage moderne, c'est-à-dire de la dernière traite qui était présentée par mon prédécesseur sur cette tribune. Alors, l'autre bout de la chaîne, c'est le rôle de l'esclavage, complément de l'accumulation primitive de la classe ouvrière. Beaucoup de gens pensent que l'accumulation primitive, c'est simplement l'argent de la traite négrière, celle qui s'accumule à Liverpool. Où beaucoup de gens pensent que l'accumulation primitive, c'est l'accumulation primitive du capital. Pas du tout, c'est aussi l'accumulation des formes d'exploitation. Et par exemple, un certain nombre d'auteurs ont montré que la brigade, le travail des enfants, c'est une spécialité que le capitalisme, avant de la mettre en pratique à Manchester, a expérimenté dans l'économie de plantation. Et donc est une économie qui repose sur l'esclavage juridique et des gens comme une chose. Alors, ce qu'on appelle la chattel slavery. L'autre chose, c'est les formes d'esclavage moderne doivent être comprises au debout de la chaîne. Si on ne comprend pas ce qui se passe au sud, on ne comprend pas ce qui se passe au nord, et je dirais réciproquement. Alors, enfin, la chose étonnante, c'est la persistance du travail contraint. L'abolition, malgré l'abolition officielle de l'esclavage, l'abolition très tardive en Mauritanie, vous avez vu que le témoignage qu'on vient de voir, c'est en Mauritanie, hein, on a une persistance du travail contraint dans le monde. Les principales catégories de travail forcé ou contraint, par contrat, alors vous voyez, le travail forcé, c'est le travail brutal, sans contrat, mais très vite, dans tous les systèmes, pour que ça dure, il faut des contrats. Il faut un statut juridique. Sinon, ça dure le temps d'un rapport de force et après, ça se défait. Donc, en réalité, le travail forcé dans le monde, c'est un travail bound, forcé, mais par un contrat qui est mis en exécution. L'esclavage pour dette étendu à la famille, en Inde, le travail des enfants, un peu partout, la prostitution forcée, le travail forcé à travers les contrats de travail assujettis à l'obtention de papier. Migration clandestine de main-d'œuvre, travail domestique, travail forcé par condamnation légale ou pas, déportation politique y compris, travail sexuel contraint par mariage forcé. Voilà l'étendue. L'estimation minimale, tout à l'heure on vous a parlé de 22 millions parce qu'évidemment on n'a pas inclus le travail des enfants qui à mon avis devrait être inclus au moins jusqu'à 14 ans, partout. Et on n'a pas non plus parlé des mariages forcés. Alors les mariages forcés sont énormes. Vous n'avez qu'à penser au XVIIe siècle, les pièces de Molière se battent contre le mariage forcé, et c'est une caractéristique
d'énormément encore de civilisations. Donc en réalité, on est au moins à 35 millions, sinon plus. Alors, il est répandu au debout de la chaîne migratoire. Il a une importance, on a l'importance et prévalence du travail des enfants, de femmes, des minorités, des réfugiés. Alors, chose très importante, ces différentes catégories, ça dépend du type de régime et de la nature de la période considérée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout mettre dans tout, mais en revanche, on peut trouver du travail contraint masculin pour des personnes condamnées pénalement, justement ou injustement. Songez qu'on ne comprend pas le système de l'Union soviétique, y compris aussi le système de la Chine socialiste, si on ne connaît pas, on ne sait pas qu'il y a des millions de gens dans les camps. Et ce sont des camps de travail. Ce ne sont pas des camps simplement, ce ne sont pas des camps purement d'extermination. Ce sont des camps dont l'existence a duré 70 ans. Les facteurs permissifs essentiels, c'est le statut interne ou international des migrations, les guerres civiles, l'extrême pauvreté, l'endettement. Alors, les leçons de l'abolition du deuxième esclavage moderne. Eh bien, voilà à peu près les leçons, je vais en développer quelques-unes. La traite parallèle avec le trafic actuel d'êtres humains. Au-delà du second esclavage moderne, la résilience permanente du travail sous contrainte de contrat, ce qu'on appelle indentured labor en anglais. La matrice du travail bridé, ce que j'appelle le travail bridé. La question des papiers, notamment la lutte contre la discrimination institutionnelle et pas simplement contre le goût pour la discrimination d'employeurs véreux ou de gens immoraux. Alors, l'esclavage antique n'est pas l'esclavage moderne. La chattel slavery romaine ou grecque, ou lorsqu'elle a été jusqu'à la fin de l'Empire romain, n'est pas l'esclavage moderne. Le servage médiéval n'est pas le second servage russe. Le second servage russe, c'est tout simplement lorsque les gens qui étaient fermiers tous les ans et qui reconduisaient le servage, enfin la relation de fermage tous les automnes, et bien à partir de 1633 en Russie, ils ne peuvent plus renouveler la chose volontairement, c'est-à-dire éventuellement annoncer aux propriétaires qu'ils les quittent, ils sont contraints de rester. Et ça s'appelle le second servage russe. De la même façon, l'esclavage moderne n'est pas, c'est assez compliqué, n'est pas simplement de la reproduction d'esclavage romain. Vous verrez que sa genèse est beaucoup plus subtile. C'est pas non plus la migration sous contrat moderne, pas plus que le travail salarié libre. Autrement dit, quand vous parlez des catégories de travailleurs dépendants, hein, contrairement à celui qui s'installe tout seul, qui a ses moyens de production, qui s'installe à son compte, vous avez quelqu'un qui travaille pour le compte de quelqu'un d'autre. Et travailler pour le compte de quelqu'un d'autre, c'est du travail dépendant, mais il y a toutes les formes de travail dépendant. Et contrairement à ce qu'on pense, c'est pas blanc ou noir, il y a un travail dépendant libre, salariat libre, et puis il y a un travail dépendant, totalement esclave, et puis il y a un servage, et puis il y a différentes catégories. Mais ces différentes catégories ont toujours coexisté, elles se sont entremêlées, formant des hybrides complémentaires. Alors, la première grande leçon historique de la fin de ce qu'on appelle le premier esclavage. Vous savez que le premier esclavage, c'est grosso modo lorsque les franciscains importent de Chypre, ce qui avait été amené par les Vénitiens, dans les plantations sucrières de l'Amérique latine, en 1520, ils amènent dans l'île près de Santos des Noirs. Comme ils n'ont pas pu esclavagiser les Indiens, ils commencent à amener des Noirs, et c'est le début de la traite. Ceci dure jusqu'à la révolte d'Haïti, qui marque une crise énorme de l'esclavage, et cet ancien esclavage colonial, comme il y a un premier esclavage colonial, va disparaître pendant la période, et notamment l'indépendance d'Haïti, qui est un événement fondamental qu'on n'aurait jamais assez, c'est-à-dire 1791-1804. Entre cette décennie, pratiquement, eh bien, tout l'édifice de l'esclavage traditionnel va s'effondrer, et il va réapparaître un nouvel édifice, qui est un esclavage qui va durer quand même 90 ans, qui est un esclavage, alors, sans traite, ou avec une traite qui est pourchassée par les Britanniques, et même lorsque les Britanniques auront aboli, après la grande révolte de la Jamaïque en 1833, l'esclavage officiellement, on va voir perdurer ça jusqu'en 88-89. Si vous regardez, ça fait quand même un compte extrêmement long, c'est-à-dire on est sur des cycles de 70 ans. Alors, la première grande leçon, de 1793 à 89, 88 c'est Cuba, 89 c'est le Brésil, c'est la fin de l'esclavage au Brésil et à Cuba, c'est l'échec
de la tentative britannique d'asphyxier le système de l'esclavage en traquant la traite atlantique. C'est un échec retentissant. Pourquoi? Parce que quand vous coupez ce qui alimentait l'esclavage, vous allez avoir des reconstitutions d'esclavage interne. Alors ce ne sera pas tout à fait le même que ce qu'on appelle les bossales, ceux qui arrivaient directement d'Afrique, mais ce sera un esclavage, je dirais, matiné, comme aux États-Unis il s'installe, et comme il a failli perdurer, car si les Confédérés avaient gagné la guerre de sécession, on en aurait pris probablement pour 90 ans jusque vers les années 20. Alors, partout l'esclavage a été aboli, a été remplacé rapidement par le système des coulis. Ça, je l'ai vu dans ma thèse, par exemple, à La Réunion, qui s'appelait l'île, je crois, Bourbon, et à Maurice, qui s'appelait l'île de France, par le métayage. Alors, il a été rétabli par le système des coulis. Le système des coulis a fait appel à l'immigration asiatique, chinoise et indienne, du Bengale en particulier, mais c'est un système de migration sous contrat, extrêmement contraignant. Et vous verrez qu'au début, la migration, pas mal de Noirs qui sont arrivés aux États-Unis étaient d'abord sous ce régime de contrat, très contraignant. Donc, de coulis, le métayage, évoluant parfois vers une forme de servage ou de péonnage, très connu au Mexique, par exemple, en Amérique latine, et finalement par des migrations internationales sous contrat, dont la forme de pas de contrat donne la migration clandestine, improprement nommée irrégulière. Le BIT s'oppose formellement à ce qu'on dit migration en situation irrégulière. La migration n'est pas irrégulière, c'est le système des lois des pays qui d'ailleurs contrevient aux instructions du BIT qui les rend irréguliers. Et finalement, le terme de clandestin est peut-être mieux.